Alright guys, donc bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les sales. Peut-être les sales que tu détestes. Peut-être que c'est ton mouton noir. Ben peut-être pas ton mouton noir, mais la chose que tu t'aimes pas faire, les sales. Puis pourquoi tu t'aimes pas ça? Puis comment changer ça? Donc les meilleurs vendeurs ne vendent pas, ils créent les conditions pour que les clients achètent. Puis c'est pas juste une nuance de mots, c'est une différence complète de mécanisme. Puis c'est exactement pour ça que tu détestes vendre alors que t'adores probablement aider les gens. Donc, sans plus tarder, on est rendu à l'épisode 6 qui est les sales dans le chemin qu'on parcourt ici, qui est la masterclass de 19 épisodes. Donc, let's go! Donc, les meilleurs vendeurs ne vendent pas, ils créent les conditions pour acheter. Donc, si tu es comme la majorité des gens qui se lancent en affaires, la vente est probablement la partie que tu aimes le moins. Tu associes ça à du pushy, à du malaise, à te sentir comme un vendeur de char usagé. Moi, sincèrement, au début, c'était la même affaire. De salesman, c'était tough. En tant que je pushais de l'information, comme une analogie que mon supérieur faisait dans Startup que je travaillais. Il dit, quand tu pousses toute l'information dans la gorge de la personne, t'es au téléphone, puis tu vas pousser toute l'information, puis t'es comme, drop toute l'information de même. Puis ça, on va voir, c'est hyper. C'est pas le fun pour toi, puis c'est pas le fun pour lui. À l'autre personne qui est de l'autre côté du téléphone ou qui est en face de toi. Euh, je me disais que c'était tellement tough au début, là. Mais à force d'en faire, d'écouter du monde, de parler à d'autres qui ont fait ça, à t'écouter aussi tes calls, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être le seul à trouver ça difficile. Et surtout, le jour où j'ai vraiment compris ce que je vendais et que j'étais convaincu de la valeur que ça ajoutait pour l'autre personne, c'est devenu pas mal plus facile. Donc, quand tu comprends exactement c'est quoi tu vends, la valeur réelle, le outcome réel, c'est là que c'est beaucoup plus facile de vendre. Donc, ce malaise-là devient une confusion de fond. Tu penses que vendre, c'est convaincre quelqu'un de faire quelque chose contre sa volonté. Alors qu'en réalité, quand une vente se fait bien, c'est presque l'inverse. C'est retirer les obstacles qui empêchent quelqu'un de faire ce qu'il voulait déjà faire. Tant que tu gardes cette image faussée de la vente, tu vas soit l'éviter, soit la faire maladroitement. Et dans les deux cas, ton business en souffre directement, peu importe la qualité de ton offre. Il y a trois mécanismes. Un neurochimique, un philosophique, puis un logique. Et un système complet pour transformer la vente d'un exercice de persuasion en un exercice de service. Puis c'est ça, les sales, c'est un exercice de service. Donc, sans plus tarder, on va commencer directement. Donc, quand tu vends, tu penses probablement à trouver les bons arguments, les bonnes phrases, les bonnes réponses aux objections. C'est un modèle purement rationnel de la vente. Il est en grande partie faux. Un problème qui se sent poussé, pressé ou évalué entre dans un état de stress qui déclenche une hausse de cortisol. C'est ici. Sous cortisol, le cerveau bascule vers ses réflexes les plus primitifs. Donc, la méfiance, éviter, refus par défaut. Ce n'est pas une question de logique ou d'argument à ce moment-là, c'est de la chimie. Un client sous cortisol n'entend même plus ce que tu dis. Il cherche une sortie. Donc ça, c'est quand là, ton lead de l'autre côté du téléphone ou lui qui va être face à toi, il va se sentir poussé, pressé, évalué. Puis ça pour lui, ça va déclencher de la cortisol chez lui. Ça va donner de la méfiance, l'évitement, refus par défaut. Il va chercher une sortie. Donc ça, c'est par exemple, là, justement, quand quelqu'un va arriver, il va donner trop d'informations, il va pousser, hey, ça, pis ça, pis ça, nanana, puis il va être trop intense, il va trop rentrer dans la vie de la personne, puis nanana, puis il va tout y pusher, tu sais. Il va tout y pusher l'information. Puis là, tu vas sentir, tu sais, la personne va sentir que tu es vraiment salesy, tu sais, que tu es là pour lui vendre de quoi. Puis ça, le monde, il déteste ça, puis ça va créer automatiquement une défense. Puis après ça, t'es mort déjà. Alors que tu pensais que tu faisais bien ça, tu sais. Et à l'inverse, un client qui se sent en sécurité, écouté et non jugé produit plutôt de la dopamine associée à l'anticipation d'un gain et devient naturellement plus réceptif.
La vente est donc une gestion neurochimique avant d'être une argumentation. Donc, quand tu le mets en sécurité, écouter, non juger, tu lui poses des questions. Ah ouais, ok, je comprends, ben oui, tu crées un lien avec lui, c'est good vibe, vous avez une bonne énergie qui est commune, vous êtes les mêmes fréquences, tu sais. Puis, t'es pas trop pushy, tu poses des questions, tu comprends, tu vas reformuler ce qu'il dit. Puis ça va faire qu'il va avoir une anticipation du gain. Puis ça, il va être naturellement plus réceptif. Puis ça, il faut être conscient de ça en sales. Parce que ça va tout changer. Ce principe, on a parlé pendant un cours entrepreneurial qui le résume en une phrase. Ici, si on sert plus, on vend plus. Pas si on pousse plus d'informations, si on sert plus. Ne pas forcer la vente, mais aider réellement le client en laissant la vente arriver comme une conséquence naturelle de cette aide. Concrètement, ça veut dire réduire délibérément tout ce qui pourrait faire monter le cortisol de l'autre personne, la pression du temps, le jargon compliqué, puis tout ça que t'expliques, full technique, la sensation d'être jugé. Tout ça, ça va faire que tu vas pas le servir plus. Il va juste se sentir que tu pushes puis tu vends. Ça, c'était Morne Smith qui en avait parlé. Donc, plus servir la personne. Puis moi, je l'ai vécu exactement de même. Au début, quand je fais de la vente, je sentais que je poussais l'information. Je donnais trop d'informations d'un coup. J'essayais de tout justifier. Ça me rendait moi-même mal à l'aise de pousser l'information au téléphone. Puis je sais que la personne n'a pas le temps. Puis là, c'était comme, hey, faut que tu te dépêches de donner ton pitch. Puis là, parce que l'autre personne n'a pas le temps, tu sais. Fait que faut que tu pushes l'information rapidement. Marche pas. C'est malaisant pour toi, c'est malaisant pour cette personne-là. L'autre, ça se sentait, tu sais. L'autre personne devenait mal à l'aise aussi sur la défensive parce que ça faisait trop vendeur. Puis le jour où j'ai arrêté de picher pour commencer à juste poser des questions, m'intéresser vraiment à l'autre personne, à son business, à c'est quoi son poste lui, puis ça a vraiment changé toute la dynamique, tu sais. Je me sentais plus à l'aise, puis l'autre personne l'était plus aussi, tu sais. Parce qu'elle sentait que c'était juste des questions, c'était bienveillant, tu sais. Moi j'arrivais, puis hey, salut, vous autres, tu sais. Tu poses des questions en lien avec la business, tu sais, pour savoir un peu, hey, est-ce que, tu sais, j'aime bien plus être en mode diagnostic, tu sais. Ok, hey, c'est quoi votre volume de telle chose, tu sais, c'est quoi votre. C'est combien d'argent ça vous fait perdre ça par mois, tu sais, c'est quoi cette pain-là, tu sais, parle-moi-en, tu sais, des questions ouvertes, ça permet que la personne va comme se vider un peu, il va pouvoir, tu sais, quand c'est une question ouverte, il va pouvoir aller dans toutes les directions qu'il va aller, tu sais. Puis ça va faire descendre la pression, ça va être juste en mode, hey, une discussion, puis tout. Puis, même pour toi, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus le fun parce que t'es là en mode bienveillant, en mode, hey, est-ce que je peux t'aider, tu sais? Pas push l'information, on peut t'aider, on est meilleur, puis tu sais, ça marche pas ça. Mais même dans un état de calme total, pourquoi quelqu'un achète-t-il? Tu sais, pourquoi il achète lui? Puis la réponse vient d'un philosophe qu'on a déjà croisé, mais on va voir d'un nouvel angle. Puis c'est Schopenhauer. Donc, on parlait de la pendule du désir et de l'ennui. Aujourd'hui, on regarde une facette complètement différente de sa philosophie, celle qui touche directement aux sales. Juste avant, c'est ça, c'est l'histoire personnelle ici, c'est que je poussais, je justifiais, puis j'étais trop vendeur, puis j'étais pas à l'aise dans ce que je faisais. Donc, Schopenhauer. Pour Schopenhauer, l'existence humaine est fondamentalement structurée autour de la souffrance. Chaque désir non comblé est une forme de souffrance. Et même les désirs comblés ne font que révéler le prochain manque. Appliqué au commerce, ça donne une vérité simple mais rarement dite aussi crûment. Chaque achat est une invasion de souffrance. Pas une souffrance abstraite, une souffrance très spécifique, très concrète, souvent inavouée. Ce qui change tout dans une conversation de vente, ce n'est pas de mieux décrire ton produit, c'est d'identifier avec précision la souffrance exacte de ton prospect. Essaie de faire disparaître, que ton prospect essaie de faire disparaître. Et de lui parler directement de ce soulagement-là. Vendre le soulagement, jamais le produit. Le produit, c'est juste le véhicule pour se rendre au soulagement. Puis une fois qu'on sait qu'il faut viser la vraie souffrance plutôt que le produit, comment on gère les objections qui surgissent quand même malgré tout ça, il y a une méthode qui date de plus de 2000 ans. Donc c'est un coup que tu sais c'est quoi la vraie souffrance, et la deuxième partie qui va arriver, ça va être
objections, qui est un gros piece des sales, les objections. Donc, pour parler des objections, on va parler du tamis de Socrate. Donc, selon une anecdote qui est attribuée à Socrate, c'est un homme qui vient le voir pour lui raconter une rumeur sur un autre ami. Donc, avant de le laisser continuer, Socrate lui propose de faire passer l'information à travers ses 3 amis. Donc, est-ce que c'est vrai? Puis là, l'homme, il dit, ben là, je suis pas sûr, tu sais, là, j'ai entendu ça de telle personne. Il dit, ok, est-ce que c'est bon? Ben non, pas vraiment, c'est des mauvais commentaires sur telle personne, je sais pas. Est-ce que c'est utile? Ben, ça va rien changer à ta vie au final, pis tout. Pas vraiment, tu sais. Puis Socrate conclut ça en mode, ben alors si l'information est pas vraie, est pas bonne, puis est pas utile, il n'y a aucune raison pourquoi je l'entendrais, tu sais. Ça servirait absolument à rien. Donc, comment on peut appliquer ça? Comment on peut appliquer le tamis de Socrate dans une sales? Appliquer à une conversation de sales, ces 3 tamis deviennent un outil puissant pour anticiper les objections avant même qu'elles sortent. Avant de présenter ton offre, demande-toi ce que ton prospect va probablement se demander à travers ces 3 filtres. Est-ce que c'est vrai ce que je promets? Donc, moi, dans mon offre. Est-ce que c'est vraiment bon pour lui, spécifiquement? Est-ce que c'est utile maintenant, là? Pas dans 3 ans, maintenant, dans sa situation actuelle. Puis gérer une objection avant qu'elle arrive, en l'adressant proactivement dans ta présentation, dans ton pitch, ça désamorce complètement la dynamique de confrontation qui rend la vente inconfortable. Donc ça, là, gros piece que tu dois directement expliquer pendant ton pitch. C'est-tu vrai? C'est-tu bon? C'est-tu utile maintenant? Donc, maintenant qu'on a les 3 pieces, donc calmer le système nerveux, viser la vraie souffrance, désamorcer les objections d'avance, mais est-ce que ça marche seulement si tu es un bon vendeur naturel? C'est ça que vous allez me poser, tu sais. Là, t'as tes 3 pistes là, mais c'est quoi? Faut que tu sois un excellent vendeur pour tout faire ça? C'est plus complexe, tu sais. Mais, on va voir ça. Puis la réponse, c'est non. C'est la pièce la plus importante qui s'en vient. Donc, dans une conférence sur l'excellence en vente donnée en cours, l'un des 6 piliers présentés s'appelle l'enablement. Il repose sur une citation frappante. It's what turns individual brilliance into repeatable performance. Autrement dit, avec l'accent anglais, c'est malade. Le génie individuel d'un excellent vendeur ne sert à rien à l'échelle d'une organisation. Il ne peut pas être transmis, documenté, reproduit par d'autres. Donc, tu peux pas, tu sais, les sales, là, ça peut pas juste s'appuyer sur, ça d'ailleurs, c'était Morning Smith qui en avait parlé. Tu peux bien avoir un excellent vendeur qui est comme, tu sais, comment tu pourrais dire ça? Ça, là, c'est un tu sais, il est fort, man. Il est juste fucking fort, puis c'est le meilleur vendeur, puis il va le mettre, tu sais, puis tu vas chercher des excellents vendeurs de même dans ta business pour mettre ça. First, c'est tough à trouver, tu sais, c'est tough. Puis, c'est pas scalable, parce que, hey, faut que tu trouves des bons vendeurs, tu sais. Puis, il faut qu'ils aiment ce que tu vends, il faut qu'ils aiment parler à tes clients, tu sais, c'est tough, tu sais. C'est pas scalable. Donc là, on va voir qu'est-ce que McDonald's a fait. S'il y a bien un exemple de scalabilité, c'est McDonald's. Puis de processus, c'est McDonald's. L'exemple donné qui était dans le cours de Morning Smith, c'est construire un système, un script, des processus si extraordinairement bien documentés que même une personne ordinaire peut livrer un résultat exceptionnel. Puis c'est pas une insulte au talent, c'est une reconnaissance que le talent seul ne scale jamais. Ça, c'est fort. La même conférence propose une analogie frappante pour situer où l'intelligence artificielle s'insère dans tout ça. Les souliers Jordan, les souliers, la marque Jordan, ils contenaient une technologie qui permettait à Michael Jordan de jouer encore mieux, sans jamais remplacer son talent. L'IA, ça fonctionne de la même manière. Elle va remplacer les vendeurs moyens par les vrais vendeurs. Pas les vrais. Elle va remplacer les vendeurs moyens, pas les vrais vendeurs. Parce que l'IA ne peut fondamentalement pas transférer de la confiance, puis la vente, au bout du compte, c'est un transfert de confiance. Ce qu'elle ne peut pas faire. Par contre, c'est aider à construire des scripts, des playbooks plus puissants, accélérant exactement le principe de McDonald's. Donc, ça pour dire que
pour scale tes sales, faut que tu ailles des scripts, faut que tu aies des processus extrêmement bien précis pour que même un gars de sales qui est average, il va pouvoir suivre ça étape par étape, puis ça va fonctionner, puis il va avoir des bons résultats. Alors que souvent, les équipes de sales sont laissées par eux-mêmes parce qu'ils disent, il y a un peu une question un peu ésotérique de comme, hey, on engage des bons vendeurs, puis nanana, puis on pas tous les meilleurs vendeurs, puis on les amène tout de suite, puis là, chaque vendeur a comme ses techniques un peu cachées, comment il fait, nanana. Mais ça, c'est pas scalable parce qu'il faut que tu les cherches tout le temps, ces vendeurs-là. Alors que si t'es comme McDonald's, tu sais, McDonald's, là, t'as n'importe qui travaille là, t'as des jeunes qui travaillent là, t'as du monde, t'as n'importe qui travaille chez McDonald's. Partout à travers le monde, différentes langues, différentes capacités. Puis, les résultats sont toujours les mêmes. Pourquoi? C'est pas parce que, c'est pas parce que c'est tous des bons cooks, c'est vraiment, service à la clientèle, ça coche, c'est du monde qui cook vraiment rapidement. Non, pas en tout. Il y a juste des processus tellement bien détaillés qu'une personne average est capable de suivre, puis est capable de faire un résultat exceptionnel. Puis, scalable, puis tout le temps la même chose. Donc, puis ça, avec l'IA, ben c'est justement, ça peut extrêmement t'aider, justement. L'IA peut t'aider à remplacer des vendeurs moyens par des vrais. Ben, pas les vrais. Elle va transférer la confiance, les connaissances, les processus des meilleurs vendeurs, puis elle va les documenter pour l'appliquer pour les vendeurs qui sont moyens. Puis, c'est comme la technologie de Jordan. Ça l'aide à jouer mieux. Sans jamais remplacer son talent. Mais il y avait des souliers qui étaient faits, qui l'aidaient à mieux jouer. Fait que c'est juste un outil que tu vas donner à tes personnes average pour qu'ils s'améliorent. En suivant les processus des meilleures personnes, des meilleurs vendeurs. Donc, c'est un système, pas un talent. Donc, tu dois gérer l'état émotionnel. Donc, avant les arguments, vise la vraie souffrance, jamais le produit, puis désamorce l'objection avant qu'elle arrive. Donc, individual brilliance into repeatable performance. Donc, les skills très forts des personnes individuelles, tu les mets dans des processus qui sont répétables. That's it. Exist to change the game, not just to comment on it. Ça existe pour changer le jeu, pas juste pour les commenter. Donc, ça pour dire qu'il faut que ce soit bien documenté. Même tes processus de sales, que ce soit extrêmement bien documenté. Donc, la vente que tu détestes est probablement celle où que tu essaies de convaincre quelqu'un avec des arguments pendant que son cortisol monte et que tu n'as jamais identifié sa vraie souffrance. La vente que tu peux apprendre à aimer, c'est un système. Calmer, viser juste, désamorcer l'avance. Donc, à faire cette semaine, reprends tes trois derniers calls de vente. Pour chacun, identifie, est-ce que tu as réduit ou augmenté le cortisol de la personne, puis aussi à quel moment tu l'as monté, descendu? Écris une ligne de script qui adresse l'objection la plus fréquente avant qu'elle soit posée. Donc, toutes tes objections sont prêtes puis tu les apprends. Tu apprends à répondre aux objections. Tu vois ce qui marche mieux, ce qui marche moins bien. Ce qui monte la cortisol, ce qui la descend. Puis, tes écrits. Pour qu'il n'y ait plus de place au hasard. Puis si après ça, tu engages d'autres personnes en sales, ils vont pouvoir reprendre ce que tu as fait. Puis là, ça devient scalable. Donc, sur ce, c'est tout. Donc, passez une excellente journée. Ciao!